un alignement politique Voilà. relativement strict. C'est pas du tout la mentalité développée par les BRICS. Et dans les BRICS, l'important, c'est de ne pas avoir de désaccord majeur entre les pays membres. Mais par exemple, sur la question de la guerre en Ukraine, les positions sont très divergentes. Enfin, pas très divergentes, sont très variées. L'Inde dénonce une agression russe contre l'Ukraine. Mais elle dit c'est une affaire qui doit être réglée entre Russes et Ukrainiens, et de toutes les manières c'est une affaire européenne, ça ne nous concerne pas plus. Donc ils ont évidemment refusé toute sanction, etc. C'est grosso modo l'attitude du Brésil, qui est même un petit peu plus pro-russe que l'Inde, il faut le dire, et qui a par exemple refusé de revendre aux États-Unis une partie des stocks de munitions, parce que l'armée brésilienne est largement équipée de matériel américain, donc ils avaient des munitions américaines. Les Américains qui n'arrivent pas à produire assez leur avaient demandé de vendre une partie de leurs munitions à l'Ukraine. Refus très net du gouvernement brésilien sur le thème nous ne voulons pas remettre de l'huile sur le feu dans ce conflit, etc. Bon. Et à l'autre extrémité, vous avez la position de la Chine, qui officiellement se dit neutre, mais qui, ce n'est un secret pour personne, aujourd'hui a pris parti pour la Russie et aide considérablement la Russie. Donc on a ce panel de positions et qui nous apparaît aux penseurs américains et aux penseurs de ce bloc occidental comme une position anti-occidentale, mais pour la raison suivante, c'est qu'ils considèrent que tout problème survenant dans l'Occident, en Europe, est un problème mondial, ce qui n'est pas ce que pensent les autres pays. C'est quand même important à dire, si vous voulez. Les pays africains, l'Inde, les pays asiatiques disent non, ce n'est pas notre problème. Mais cette idée que tout problème qui survient dans le camp occidental est nécessairement un problème qui concerne l'ensemble des pays, ça, c'est un point central de l'idéologie occidentale, et qui, deuxièmement, considère que tout ce qui met en cause le camp occidental met en cause l'ordre mondial. Là encore, il y a un refus net de la part d'autres pays de prendre position sur cette question. Ils disent non, désormais, il n'y a plus que des conflits régionaux. Et donc, si vous n'êtes pas directement parti à ce conflit, vous n'avez aucun intérêt dans ce conflit. Donc voilà, ça c'est un problème très clair. On le voit par exemple sur le communiqué, enfin sur la partie du communiqué. Le communiqué fait 162 points. En russe, il fait à peu près 15 pages. Bon, il est assez long à lire. La prise de position des BRICS sur la guerre que mène Israël à Gaza et au Nord-Liban. La position des BRICS est une position qui se situe strictement sur le plan humanitaire. Ils ne prennent pas position, mais ils demandent un arrêt des combats pour des raisons humanitaires. Par ailleurs, les BRICS, et c'est séparé, ont déclaré que on devait reconnaître un État palestinien. Mais des déclarations identiques ont été faites dans les pays occidentaux, si vous voulez. Bon, donc, en fait, on voit très bien que les positions des BRICS sont à chaque fois ajustées à ce que les BRICS perçoivent comme pouvant être un consensus au niveau international. Il n'y a pas de volonté de prendre parti de manière extrêmement tranchée sur un problème international.
Alors, évidemment, vous avez évoqué la position des États-Unis. Trump a été récemment élu et il s'est directement opposé aux BRICS en les menaçant, s'ils continuaient à sortir du dollar, à une guerre commerciale. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que cette entreprise de dédollarisation et en quoi et comment comprendre du coup la réaction de Trump? Alors l'entreprise de dédollarisation, elle est en fait assez ancienne. Elle commence dans les années qui suivent la crise des subprimes. Hein, on estime que la crise des subprimes, c'est 2008-2010. Bon, on peut toujours à la marge dire non, en fait, elle a commencé en 2007. Elle s'est pas terminée. Il n'y a pas une date à laquelle elle s'est terminée. Elle continue sur 2011-2012. Bon. Et donc, à partir de 2012-2013, il y a toute une série de pays qui font état de leurs problèmes dans le fait que le dollar soit la principale monnaie de transaction internationale. Pourquoi? Parce que les États-Unis utilisent ce fait pour imposer des sanctions à différents pays, avec cette idée de l'extraterritorialité de la loi américaine, fondée sur le fait que effectivement la caisse de compensation du dollar se situe aux États-Unis, mais qui peut amener les États-Unis à prendre des sanctions qui touchent des transactions dans lesquelles aucun Américain n'est en réalité impliqué. Par exemple, quand il y avait des accords entre Peugeot, enfin PSA, et l'Iran, les Américains n'étaient nullement impliqués. Pourtant, ils ont considéré qu'ils pouvaient pénaliser Peugeot. Donc, c'est ça le problème essentiel, et ce qui a amené les pays des BRICS à rechercher des méthodes pour se passer du dollar comme monnaie de transaction. Alors, ce qui a été décidé lors du 16e sommet, c'est d'une part la constitution d'une unité de compte qui ne sera pas le dollar, qui ne sera d'ailleurs pas une des monnaies existantes, qui sera une nouvelle forme, très probablement une monnaie électronique par ailleurs, dans lequel seront comptabilisées toutes les transactions entre les BRICS naturellement, mais aussi entre les BRICS et d'autres pays, par exemple les pays partenaires. Bien. Et puis ils ont décidé que sur la base de cette unité de compte, dans lequel seront évaluées les différentes transactions, le règlement pour chacune de ces transactions se ferait dans les monnaies des différents pays. Donc, court-circuitant complètement le dollar. Bien. Et c'est déjà quelque chose qui est mis en place depuis une quinzaine de mois et qui va aller se développant de manière de plus en plus importante. Alors, très clairement, le commerce, par exemple, dans le commerce extérieur chinois, les pays des BRICS doivent représenter à peu près 25%. L'essentiel du commerce chinois, les 75% restants, c'est l'UE et les États-Unis. Bien. Même plus, probablement plus proche de 80 que de 75. Bien. Mais on voit bien qu'il pourrait y avoir un quart de la circulation non américaine du dollar qui pourrait être mise en cause d'ici 5 ans et à plus longue échéance, peut-être un tiers. Alors, oui, c'est un nouveau phénomène, et d'ailleurs ça va faire diminuer la demande de dollars par les pays du Sud, par la Chine, donc par l'ensemble des pays des BRICS, mais plus globalement, par tous les pays qui commerceront avec les BRICS. Et si la demande de dollars diminue, ça va poser un problème aux États-Unis pour financer leur dette, parce que ils peuvent financer leur dette parce qu'il y a aujourd'hui une telle demande de dollars que tout le monde veut acheter des bons du Trésor américain. Bon. Et puis au-delà,
il y a évidemment le problème de la confiance que l'on peut avoir dans le dollar si ce mouvement, à partir d'un certain stade, qu'on ne sait pas mesurer, dit tout net, mais ce que l'on peut penser, c'est que on aura une évolution linéaire, et bien à un moment donné, il y aura un basculement très brutal. Bon. Mais est-ce que l'ensemble des pays ont assez confiance justement pour massivement, comment dirais-je, s'engager dans la devise chinoise? C'est pas la devise chinoise qui est en cause. L'unité de compte sera une monnaie électronique. Ça a été dit très explicitement dans les attendus qui concernent le système BRICS Clear. Donc c'est une monnaie. Alors, une monnaie électronique elle-même adossée sur des objets réels. Qui seront probablement un panier de matières premières, voire de biens industrialisés. Bon, encore ça reste à définir, c'est une question technique assez complexe. Et puis après, le règlement, il se fera en yuan, en roupie, en rouble, en monnaie brésilienne, dans la monnaie des différents pays. Sauf que toutes ces monnaies seront évidemment convertibles dans l'unité de compte, et l'unité de compte sera évidemment entièrement convertible dans ces monnaies. Donc la convertibilité sera absolument assurée entre les monnaies des différents pays et l'unité de compte. Donc ça, c'est un système qui va mécaniquement faire baisser la part du dollar et faire baisser la demande internationale pour du dollar. Je précise qu'à l'heure actuelle, on a quoi, 58% des réserves de change qui sont libellées en dollars, c'est ça? Tout à fait. C'est quand même colossal encore. Tout à fait, c'est très important. Alors, ça a baissé. Le sommet a été atteint, d'ailleurs, au moment de la création de l'euro. C'est à ce moment-là où le dollar est monté et il avait atteint 65-66%. Donc, il a perdu à peu près 8% depuis une vingtaine d'années. Et il continue d'ailleurs à s'éroder. Et alors, le point qui est important, c'est que désormais, l'euro baisse aussi. Et que, quand on regarde la part des autres monnaies, ce qu'on appelle les petites monnaies, eh bien, leur part est passée d'environ 10% en 2014, aujourd'hui à 20%. Elles sont au-dessus de l'euro, si vous voulez. Donc l'euro est en train de baisser aussi, ces petites monnaies sont montées très vite, et donc effectivement, on peut avoir une situation dans laquelle la part du dollar descendra jusqu'à peut-être 40%, peut-être un petit peu moins, peut-être 35%, on ne sait pas. La part de l'euro va elle aussi un petit peu baisser, mais l'euro est beaucoup moins utilisé dans les transactions avec les pays du Sud, beaucoup moins utilisé que le dollar. Bon, l'euro pourrait descendre jusqu'à 15%. Bon, et le reste, donc les 45% restants, pourraient être effectivement ces différentes monnaies. Alors certaines, si vous voulez, plus que d'autres. Évidemment, le yuan sera plus utilisé que la roupie. Bon, mais la roupie est déjà très utilisée régionalement. Hein, il faut savoir que le commerce avec le Bangladesh, avec la Malaisie, avec l'Indonésie, il y a une part de ce commerce qui est faite en roupie. Et par ailleurs, on peut très bien anticiper que des pays d'Afrique de l'Est, comme le Kenya, comme la Tanzanie, etc., vont basculer une partie de leur commerce en roupie. Parce qu'ils ont traditionnellement un commerce important avec l'Inde, si vous voulez. Donc, on est sur cette logique. Alors, c'est évidemment là que Trump et les États-Unis, du coup. Voilà, Trump a écrit son tweet. Bon, et mon sentiment, c'est que c'est le tweet d'un candidat. Je vous coupe, je rappelle donc qu'il menace, si cette entreprise de dédollarisation se poursuit, de mener une guerre commerciale aux BRICS. Tout à fait. Et moi, j'ai l'impression que dans ce tweet, c'est pas le Trump président qui parle, enfin qui écrit, c'est le Trump candidat. Parce que, réfléchissons, ok, je vais pénaliser la Chine et l'Inde. Je mets des droits de douane à 100%. Quelle est la part des médicaments
qui sont utilisés aux États-Unis qui viennent d'Inde et de Chine. C'est pas 75%. Donc tu vas doubler le prix de 75% des médicaments. Et on peut répéter ça sur énormément de produits. Donc, une telle hausse, aussi brutale, est à mon avis complètement exclue. Ça ne veut pas dire qu'il